Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale qui va être une vidéo résumée de l'atelier que je vais jouer mardi prochain à l'association Coagule, qui a pour but d'installer Linux Mint sur son ordinateur si on a par exemple un Windows 7 ou non, donc en double amorçage ou non. Donc ici, ça va être une vidéo résumée. Je vais utiliser une machine virtuelle ici vidéo débutant qui simule votre PC. Toutes les manipulations sont exactement identiques. Donc c'est parti. Je démarre d'abord mon PC. Et donc, dans le cas où je suis déjà équipé d'un Windows et que je souhaite le conserver, on va le démarrer et on va préparer Windows à accueillir Linux Mint. Donc il va falloir réduire la partition de Windows, la place que Windows occupe sur son disque dur. Dans un premier temps, vous faites un clic droit propriété sur ordinateur. Et dans protection du système, on va ici désactiver la protection du système. Parce qu'en fait, la restauration système sont des fichiers qui sont stockés sur le disque dur qui sont impossibles à déplacer quand on réduit une partition ou quand on défragmente son disque dur. Donc ici, il faut déjà faire ça en premier. Et voilà. Une fois que c'est fait, on va télécharger un outil pour défragmenter son disque dur et surtout ramener l'ensemble des données au début du disque dur pour pouvoir réduire la partition sans altérer les données. Il s'agit de Oslogix Disque Défrag. Donc on se rend sur internet, on télécharge l'outil ici en allant sur le site officiel oslogix.com et vous pouvez prendre ici la version portable, ce qui évite de l'installer sur le disque dur. Une fois téléchargé, on lance l'outil qui nous demande les droits d'administration évidemment. On sélectionne son disque C2 points et on choisit défragmenter et optimiser. La manip, ça va être je défragmente les fichiers et je les pousse tous au début du disque comme c'est fait ici. Je l'ai fait juste avant d'enregistrer cette vidéo pour que ce soit quand même plus rapide et qu'on ne passe pas 10 minutes à regarder un outil avec des petits carrés colorés, mettre le tout au début. Une fois que c'est fait, la défragmentation est terminée, on va pouvoir réduire la partition C de Windows pour faire de la place pour Linux Mint. Donc on fait clic droit sur ordinateur gérer, on va dans la gestion des disques, on choisit ici notre partition C, on fait un clic droit, réduire le volume. Donc là les manips peuvent être plus ou moins longues suivant la taille des données présentes déjà sur le PC. Ici on a la taille totale de la partition, donc c'est en MO, donc si vous voulez parler en giga, grosso modo vous divisez par 1000. L'espace de réduction disponible total, c'est ça, donc on peut réduire jusqu'à 41 Go, ici, sur mon disque de 50. Mais on est obligé quand même de garder au moins presque 10 Go, parce que c'est l'ensemble des données qui sont déjà présentes. Donc ici, moi, je vais dire que je vais réduire de 40 Go. Et on clique sur réduire, et l'outil travaille. Pour information, pour installer Linux Mint, il faut au moins 20 Go pour le système, et après, le reste... Le plus, ce sera pour stocker vos documents. Vos documents sont stockés dans une partition séparée, on le verra plus tard. Donc maintenant que la place est faite pour Linux Mint, la partie préparation de Windows, c'est fait. Maintenant, on va télécharger Linux Mint. Donc on se rend sur Internet et on va sur le site de la Linux Mint. Dans la partie Downloads, on sélectionne la dernière version. Donc ici, moi au jour d'aujourd'hui, c'est la version 17.3 de Linux Mint. On a plusieurs liens disponibles puisqu'il existe plusieurs environnements de bureau. Pour un débutant, avoir une interface à peu près similaire à celle de Windows, je conseille Cinnamon et c'est le bureau que je prendrai pendant l'atelier mardi. Vous avez le choix entre deux possibilités, soit Cinnamon 32 bits ou 64 bits. Donc ça dépend de la capacité du processeur de l'ordinateur. Si le PC est récent, vous choisissez 64 bits. Si le PC est un peu plus ancien, vous choisissez 32 bits. Et vous pouvez savoir si vous tournez déjà en 32 ou en 64 bits depuis Windows
en allant dans démarrer, faisant un clic droit sur ordinateur, propriété, et ici on voit système d'exploitation 64 bits. Au jour d'aujourd'hui, la majorité des ordinateurs qui ont plus de 5 ans sont 64 bits. Donc ici, je prends 64 bits. On arrive sur la page de téléchargement. On peut télécharger depuis plusieurs serveurs différents, puis plusieurs sites différents. Donc pour ça, plus vite, on prend en France par exemple, parce que moi je suis en France, et on enregistre l'image ISO. Donc ici, je ne vais pas le faire parce que ça va prendre un petit peu de temps. Je l'ai déjà téléchargé sur mon ordinateur. Maintenant que l'image ISO est téléchargée, il va falloir la graver. Donc soit on la grave sur un CD DVD avec l'outil de Windows, soit on peut utiliser une clé USB. Et je conseille la clé USB puisque ça évite les erreurs de lecture depuis un CD ou DVD qui peut être rayé. Et souvent, on a des erreurs avec ce type de média. Donc je préfère la clé USB. Ici, j'insère ma clé USB dans la machine virtuelle, donc qui est l'équivalent du PC pour vous. On va télécharger un outil qui s'appelle Rufus sur internet qui va permettre de créer cette clé USB. On va sur le site officiel de Rufus et on télécharge l'outil. On prend la version 2.9 portable, ça évite encore à nouveau de l'installer. Et une fois téléchargé, on le lance. Donc ici, on a besoin des droits d'administration, mais oui. Dans le menu déroulant périphérique, on choisit sa clé USB. Ici, donc moi c'est une clé USB de 8 Go. Il faut une clé USB au moins aussi grande que l'image téléchargée précédemment, donc au moins de 2 Go. On laisse l'ensemble des options par défaut. Et ici, dans créer un disque de démarrage, on prend image ISO. Avec le petit bouton, on va sélectionner notre image ISO précédemment téléchargée. Donc ici, moi, je vais me connecter directement sur mon ordinateur sur lequel j'ai déjà téléchargé l'image ISO. Voilà. Donc Mint. Et donc on va graver l'image 17.3 Cinnamon 64 bits. On démarre la gravure. Il nous demande quelle méthode on souhaite utiliser. On va prendre écrire l'image en mode image DD. On fait OK. On nous prévient que l'ensemble de la clé USB va être effacée. On clique sur OK. Et là, l'image ISO est gravée sur la clé USB. Donc je vais laisser l'outil faire ici. Je vais vous montrer, si jamais vous êtes déjà sous Linux, sur plusieurs distributions Linux, quels sont les outils disponibles pour graver les images ISO. Donc je vais démarrer quelques distributions Linux comme Fedora, Mageia. Et je vais vous montrer aussi sur Ubuntu et sur Linux Mint que les outils existent aussi. Donc sur Mageia, vous installez le logiciel qui s'appelle ISO Dumper et après vous le retrouvez dans Outils système ISO Dumper. L'outil vous demandera votre mot de passe root et l'outil se présente comme ceci. Donc ici, je n'ai pas de clé USB. Je vais même insérer ma clé USB. Je vais en insérer une autre si j'en ai une autre sous la main. Non, j'en ai pas une autre sous la main. Donc je vais réutiliser celle-ci. Donc on n'ira pas au bout du processus d'écriture, mais ce n'est pas bien grave. Puisqu'après, moi je vais insérer directement l'image ISO dans la machine virtuelle. Donc ici, je vais insérer ma clé USB pour vous montrer l'outil ISO Dumper. Hop. Donc ISO Dumper, le mot de passe route, on recommence. Ici, vous choisissez votre clé USB. Et là, vous allez chercher votre image ISO.
là où vous l'avez laissé. Et après, vous faites écrire sur le périphérique ici. Donc ça, c'était l'outil de Mageia. Hop. Je vais lancer une autre machine virtuelle en attendant. Sur Fedora, vous avez Fedora Media Writer, ici. Donc c'est de la même façon. Je vais insérer ma clé USB. Hop. Donc l'outil nous demande notre mot de passe, évidemment. Voilà, donc là, on avait quelque chose qui était déjà gravé. Donc voici le Fedora Media Writer. Ici, vous choisissez Custom OS. Vous choisissez l'image ISO que vous venez de télécharger sur votre ordinateur. Donc Home, Adrien, téléchargement, et vous prenez votre image ISO. Et ensuite, vous créez sur le bouton Create Live USB. Donc ça, c'est pour Fedora. Pour Ubuntu, dans le menu Ubuntu, vous avez, en tapant créateur, vous avez créateur de disque de démarrage. Je vais insérer à nouveau ma clé USB. Voilà. Vous sélectionnez votre clé USB. Ici, vous cliquez sur Autre et vous allez chercher votre image ISO précédemment téléchargée. Et vous cliquez sur Créer un disque de démarrage. Pour Linux Mint, c'est pareil. On a un outil dans Accessoires qui s'appelle Créateur de clé USB. Ici, j'insère également ma clé USB. Hop. Voilà. Vous prenez l'image ISO que vous avez téléchargée précédemment. Vous choisissez votre clé USB dans le menu déroulant. Vous faites écrire et l'image se grave. Une fois que la clé USB est gravée, donc ici je reviens, forcément c'est en échec parce que j'ai interrompu avant. Vous fermez l'outil et vous redémarrez Windows. Ce que je vais faire par contre juste avant, hop, voilà. Donc vous arrêtez votre ordinateur. Et là, la partie préparation de Windows et clé USB est terminée. On redémarre son ordinateur. Suivant ce que vous avez, vous appuyez sur la touche pour accéder au BIOS de votre ordinateur ou au périphérique de démarrage. Vous avez une liste qui vous permet de choisir sur quoi vous voulez démarrer, soit le CD, soit le disque dur, soit le réseau parfois, soit la clé USB. Donc moi ici, je vais mettre en mode CD la Linux Mint. Mais pour vous, il suffira juste dans le BIOS de choisir USB flash disk ou disque USB. Vous appuyez sur la touche correspondante et vous arrivez normalement sur l'amorçage de Linux Mint. Si vous appuyez sur Entrée, vous pouvez voir les différents menus. Donc vous pouvez lancer ce qu'on appelle un integrity check. C'est pour vérifier que l'image a bien été gravée sur son support. En gros, l'outil va vérifier que tous les fichiers sont là et en bon état. Donc c'est plus ou moins long suivant la rapidité de la clé USB ou du CD si vous avez gravé sur CD.
Donc ici, c'est marqué qu'il a terminé et qu'il n'a pas trouvé d'erreur. Donc on redémarre à nouveau. On redémarre sur le CD. Donc ça, vous le faites ou non. En principe, je ne le fais pas parce que l'outil de gravure de clé USB vérifie s'il y a des erreurs ou non après l'avoir fait. Et ensuite, on démarre Linux Mint. Et donc là, on est presque prêt à installer Linux Mint sur notre ordinateur. Donc le système démarre directement sur la clé USB. Et à ce stade-là, le disque dur n'est pas utilisé. On est entièrement en train de faire fonctionner le système sur la clé USB et dans la mémoire de l'ordinateur. Donc on arrive sur le bureau de la Linux Mint. Ici, j'ai ce petit message parce que je n'ai pas de 3D activé dans ma machine virtuelle. Donc si vous voulez vous familiariser avec Linux Mint sans pour autant l'installer, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Utiliser tous les outils. Le petit inconvénient, c'est que vu que nous sommes sur une clé USB, on dit en live, eh bien la langue utilisée, c'est l'anglais. Mais voilà, vous pouvez aller surfer sur Internet. Vous pouvez faire n'importe quelle recherche et utiliser Linux Mint comme vous le souhaitez. Juste, la langue est en anglais et le clavier est en anglais. Pour installer Linux Mint, on clique sur l'icône Installe Linux Mint, tout simplement. Et là, l'assistant d'installation se met en route. Et donc là, on va faire le processus d'installation de Linux Mint. Donc on choisit la langue française dans un premier temps. On clique sur Continuer. Ici, l'outil d'installation vérifie que l'ensemble des prérequis sont là, c'est-à-dire au moins 9,4 Go sur le disque dur. Si on est équipé d'un PC portable, qu'il est relié au secteur. Si on est sur batterie, ça peut couper à tout moment, donc pendant une installation, c'est pas très conseillé. Et qu'on est connecté à Internet pour faire les mises à jour après l'installation. On clique sur Continuer. Donc ici, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Soit installer Linux Mint à côté de Windows 7. Donc là, c'est si vous n'êtes vraiment pas sûr de votre coup. Linux Mint va s'installer sur l'espace non alloué qu'on a vu tout à l'heure. Mais il va paramétrer les disques durs automatiquement. Donc c'est pas toujours le bon cas. Effacer le disque et installer Linux Mint, ça va supprimer tout ce qu'il y a sur le disque, donc même le Windows ici présent, donc c'est pas ce que l'on souhaite. Et autre chose, c'est pour créer manuellement ces partitions. Alors le installer Linux Mint à côté de Windows 7 fonctionne parfaitement bien, mais pour installer de manière un petit peu plus, comment je dirais, un peu plus fine, on va prendre le choix autre chose. Sinon, si vous prenez installer Linux Mint à côté de Windows 7 et installer, boum, il part à l'installation. Ici, je vais choisir autre chose pour configurer comme j'en ai envie. Donc ici, on a la représentation du disque dur. SDA1, c'est la petite partition d'amorçage de Windows 7. SDA2, c'est la partie, c'est notre C2 point. Et ici, le non alloué qu'on avait tout à l'heure dans Windows, il est reconnu comme espace libre ici. Donc ça, c'est la représentation graphique du disque. Et donc ici, on a notre disque qui s'appelle DevSDA sur Linux, avec nos deux partitions qui sont dessus. Donc dans un premier temps, on va créer une partition pour le système. Sous Linux, la partition système et qui contient toute l'arborescence des fichiers s'appelle slash pour la racine. Donc on se positionne sur l'espace libre, on fait le petit plus, et il faut au moins s'équiper de 20 Go pour la partition racine. Donc ici, je vais vous mettre 20 000. Type de partition, on a primaire ou logique. Là, vous laissez le choix par défaut. L'outil va gérer parfaitement bien les partitions. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Juste pour dire qu'un disque dur classique ne peut contenir que 4 partitions primaires, mais après un nombre quasi infini de partitions logiques. Donc ici,
vu qu'on est déjà à 2 partitions et qu'on va en créer 3, ça fera 5. Donc on va se mettre en partition logique. Ici on dit que la partition elle va commencer au début de cet espace, donc c'est-à-dire on va commencer ici et on va aller par là pour créer nos 20 gigas. Le système de fichiers utilisé, c'est comment on va formater la partition. Donc le système de fichiers de Linux le plus courant et le plus utilisé, c'est ext4, donc on laisse ça ici. Et le point de montage, c'est, comment dire, là où va se trouver le système de fichiers dans notre arborescence, Linux. Donc vu que là, c'est la première partition, c'est la partition racine, elle est symbolisée par slash. On valide. Donc ici, on a notre partition qui vient d'être créée, qui est affichée en bleu ici. On a notre partition racine. Ensuite, on va créer une partition dite de swap. Donc là, utilisée comme, on va choisir le système de fichiers qui s'appelle espace d'échange swap. Et on va mettre autant en taille que nous disposons de mémoire RAM. Donc ici, ma machine, je l'ai équipée de 2 Go de RAM. Donc je mets 2 Go, soit 2048 MO. La partition swap sert à quoi? La partition swap, c'est dans le cas où votre mémoire RAM, donc votre mémoire vive d'ordinateur, est pleine, le système va écrire les données les moins utilisées dans cette partition d'échange, ce qui permet d'éviter que le système fige. C'est dans cette partition swap également que le système sera mis en hibernation si vous utilisez cette fonction. C'est-à-dire qu'au lieu d'éteindre l'ensemble de l'ordinateur, tout le travail que vous êtes en train de faire va se stocker là et le démarrage devrait être plus rapide et vous retrouvez votre ordinateur dans lequel vous l'avez arrêté. Si vous voulez utiliser l'hibernation, il faut au moins la taille de la RAM comme taille de partition. Si vous avez vraiment beaucoup de mémoire, par exemple 8 Go, 16 Go, vous pouvez mettre une plus petite partition swap évidemment. Si vous n'utilisez pas l'hibernation. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, 8 Go de RAM mais que vous n'utilisez pas beaucoup de programmes simultanément et que vous n'allez pas utiliser l'hibernation, ça ne sert à rien de gaspiller 8 Go d'espace sur le disque dur. Donc vous pouvez mettre par exemple 4 ou 2 Go. Ici, je valide ma partition swap. Voilà, qui est créée ici. Et enfin, je crée une dernière partition qui va prendre toute la place nécessaire en format ext4 également, que je vais monter dans un point de montage qui s'appelle Home. Donc Home en anglais comme maison, c'est là où seront créés tous les utilisateurs, où seront stockés tous vos documents. Donc il est préférable de faire une partition séparée, ce que de mémoire l'option précédente installer Linux Mint sur le disque entier ou installer Linux Mint à côté de Windows 7 ne fait pas. Donc là vous utilisez tout l'espace restant. Alors là, je pense que le calcul n'était pas tout à fait bon. Hop, attendez, je vais recommencer. Hop, slash home. On est un petit peu trop grand, je pense. Voilà. Ce qui fait que le jour où vous voulez réinstaller votre système parce qu'il a malheureusement été cassé, ou si vous voulez mettre à niveau vers une nouvelle version, vous réinstallerez uniquement sur cette partition-là et vos documents ici seront conservés. Ensuite, pour la partie périphérique où sera installé le programme de démarrage, si on utilise Linux Mint tout seul ou s'il est installé à côté de Windows 7, il faut bien qu'il y ait un programme de démarrage qu'on ne voit pas sur Windows 7 qui s'appelle Grub, et ici on l'installe sur DevSDA qui est en fait le nom de notre disque dur. Ici, vu qu'on a Windows 7 qui est aussi installé, au démarrage on aura le choix de démarrer soit Linux Mint, soit Windows 7. C'est ce menu qui nous permettra de choisir tel ou tel système à démarrer. Et ensuite on clique sur installer maintenant. Ici on nous demande de confirmer les changements qu'on a fait sur notre disque dur. On clique sur continuer. Et donc là l'outil d'installation va s'occuper de formater
l'espace qui était non alloué sous Windows 7 et qui là est libre, créer les partitions et installer Linux Mint dessus. L'assistant d'installation nous permet de configurer quelques petites choses pendant que Linux Mint s'installe. Donc ici on sélectionne notre fuseau horaire, Paris. Ce sera pour configurer l'heure. Vous voyez ici il est 9h12 alors qu'en fait il est 11h12. Donc ça permettra ça de prendre le bon fuseau horaire. Ensuite on configure la disposition de son clavier. Donc français France a été automatiquement sélectionné. On peut ici tester d'écrire quelque chose pour vérifier qu'on est bien en clavier français. Voilà. Donc là on peut vérifier que c'est bon. On continue. Ensuite, ici on arrive à l'étape d'installation. Qui êtes-vous? Donc c'est là qu'on va créer un utilisateur pour le système. Donc là, on met notre nom, par exemple. Ici, on peut choisir un nom pour l'ordinateur que l'on souhaite utiliser. Donc par défaut, c'est celui-ci qui a été utilisé. On peut mettre ce qu'on souhaite. Il faut juste pas d'espace. Je sais pas, on va mettre par exemple Mint. Ici, on choisit un nom d'utilisateur. Ce sera notre identifiant de connexion. Et on choisit un mot de passe associé pour se connecter. Ici, on a une indication par rapport au mot de passe, suivant sa force. Il est recommandé de mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles spéciaux. Mais surtout, il est recommandé de s'en rappeler. Ici, on a le choix entre ouvrir la session automatiquement. Donc c'est-à-dire qu'une fois que le système démarrera, on ne nous posera pas la question de rentrer notre mot de passe, on va rentrer directement sur le bureau. Mais par défaut, l'option qui est cochée, c'est demander un mot de passe pour ouvrir une session. Ça veut dire que vous arriverez sur un écran de connexion. Il faudra mettre votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter. C'est quand même l'option que je conseille pour avoir un minimum de sécurité. On peut aussi chiffrer son dossier personnel. Ici, je ne vais pas choisir cette option. On clique sur continuer. Et à partir de là, on a rentré toutes les informations nécessaires. Et donc, notre système s'installe. Pendant que le système s'installe, ici, vous avez des vignettes qui vous présentent l'outil. Bienvenue et merci d'avoir choisi Linux Mint. Et donc on peut naviguer dans le diaporama et voir ce que Linux Mint permet de faire. Donc ici, Linux Mint permet de naviguer sur le web avec les logiciels Firefox, Flash, Java, qui sont inclus. On peut écouter de la musique et des CD. On peut regarder des vidéos et des DVD. VLC est inclus. On peut gérer ses photos et voir des images. On reste connecté puisqu'on a des outils pour se connecter à sa messagerie, faire du chat en ligne. On a même XChat pour discuter via IRC. Sur le salon par exemple Dièse Coagule, sur lequel on peut chatter avec l'ensemble des personnes que vous aurez peut-être vues pendant l'atelier. On a LibreOffice qui est installé pour pouvoir rédiger des documents bureautiques, tableurs, présentations. Évidemment, LibreOffice est compatible avec Microsoft Office. On a une visionneuse PDF pour lire les documents PDF. On a une Logitech qui est à peu près identique à l'Apple Store ou au Google Play Store, qui permet d'installer et désinstaller ses logiciels, gérer les mises à jour de son système. On a la possibilité de lancer des applications Windows si jamais on ne trouve pas d'équivalent libre disponible sur Linux Mint avec le logiciel Wine, ou pourquoi pas utiliser des outils de virtualisation comme VirtualBox, outil que j'utilise dans ma vidéo
pour faire l'installation de Linux Mint. On peut personnaliser son bureau grâce à l'outil de personnalisation de Cinnamon. Gérer les effets, les polices, l'apparence, le thème, les préférences, la barre en bas. Et on garde son système à jour grâce à un outil de mise à jour. On peut trouver de l'aide, bien évidemment, sur les forums et la communauté Linux Mint, ou auprès d'un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, par exemple sur Dijon, Coagule. Maintenant que la présentation est terminée et que l'installation est terminée, super bon timing pour la vidéo, soit on peut continuer à tester Linux Mint, soit on redémarre maintenant. Donc on va redémarrer maintenant. Maintenant que le système est installé et que les mises à jour ont été faites dans la foulée. Au moment où le système redémarre, on enlève son disque, sa clé USB. Si jamais ça patine pour redémarrer, on force le redémarrage. Ici, c'est l'effet machine virtuelle. Donc ici, quand on redémarre, on a ce menu ici qui est affiché, qui par défaut démarre sur Linux Mint. Et si on veut souhaiter démarrer Windows 7, on le fait directement ici. Donc je vais commencer par lancer Windows 7 pour vous montrer qu'avec l'installation précédemment faite, on ne perd pas le fonctionnement de Windows 7 et on ne perd pas Windows 7, pour ceux qui veulent être rassurés. Voilà. Donc notre Windows 7 est toujours là. Il n'a pas disparu. Avec évidemment notre utilisateur démo de tout à l'heure, nos documents qui sont toujours là. Et là, on va quand même redémarrer sur Linux Mint, qui est quand même ce qu'on vient d'installer et qui est le but de l'atelier. Donc ici, par défaut, au bout de 10 secondes, Linux Mint démarre. On a les options avancées pour Linux Mint. Ici, si on souhaite démarrer, si une mise à jour a malencontreusement échoué, on peut essayer de démarrer sur d'autres options. Et on a un utilitaire qui s'appelle Memory Test qui permet de tester la mémoire de son ordinateur. Il est inclus par défaut. Donc ici, je lance Linux Mint. Le système se charge avec le logo Linux Mint. Voilà. Donc on arrive sur l'écran de connexion de la Linux Mint. Ici, je prends mon identifiant Adrien que j'ai créé précédemment. Et je saisis mon mot de passe. Et j'arrive dans Linux Mint. Donc le premier chargement est un tout petit peu long, puisque les premiers fichiers sont créés. Une fois installé, donc on a un écran d'accueil ici, qui nous souhaite la bienvenue, qui nous donne accès à des petits outils utiles à connaître, comme pour configurer éventuellement ces pilotes, accéder au gestionnaire d'applications, à la documentation, voir quelles sont les nouveautés dans l'outil, l'accès au forum si on a des questions, au salon de discussion, donc le fameux IRC, et on peut même donner pour la distribution. Et ici, on peut décocher cette case pour que cette petite fenêtre ne s'affiche pas à chaque démarrage. Et voilà, donc on a notre Linux Mint qui est installé. Ici, on a le petit blason qui nous indique les mises à jour à faire. Nouveauté de la Linux Mint 17.3 pour ceux qui ne connaissent pas, enfin qui connaissent déjà. Ici, on peut configurer l'outil de mise à jour pour en fait sélectionner des miroirs. Donc les miroirs, c'est là où sont situés les logiciels que l'on peut installer et les mises à jour. Donc ici, on peut cliquer sur le miroir et sélectionner un miroir français, donc qui serait potentiellement plus proche de chez nous et plus rapide, plutôt que d'utiliser par défaut les miroirs américains et anglais.
Voilà, on clique dessus et on peut prendre celui qui a le débit le plus élevé. Et ensuite, on clique sur recharger le cache pour recharger l'ensemble des informations sur les logiciels et mettre à jour ces nouvelles adresses. Ce qui fait que les mises à jour seront plus rapides à faire sur notre ordinateur. Et on ferme. L'outil de mise à jour, il est très simple. Vous avez les mises à jour qui sont ici. Dès qu'il y a des mises à jour, vous avez un petit blason ici. Vous cliquez sur installer les mises à jour. Chaque mise à jour à installer, il va falloir saisir son mot de passe pour confirmer que l'on souhaite bien effectuer cette action-là. Dans un premier temps, on met à jour le Mint Update, qui est l'outil de mise à jour. Donc il faut mettre à jour l'outil de mise à jour en premier. Mais tout ça, c'est automatisé comme vous le voyez. Et après, l'outil vous propose l'ensemble des mises à jour accessibles. Avec ici un niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc toutes les mises à jour avec niveau 1, 2 et 3 sont des mises à jour plutôt stables. Donc vous pouvez les faire sans craindre quoi que ce soit. Vous cliquez sur installer les mises à jour. Bien évidemment, il faut remettre à nouveau son mot de passe. Et les mises à jour vont s'installer sans souci. Pour les curieux, vous pouvez cliquer ici sur le petit bouton pour voir qu'est-ce qui télécharge et qu'est-ce qui met à jour. Sinon, vous avez donc à disposition la Linux Mint avec un menu Cinnamon. Donc, c'est pour ça que je disais que Cinnamon, je le trouve plus accessible que les autres environnements de bureau pour quelqu'un qui vient de Windows, parce que l'interface est plutôt familière, avec une barre en bas et un menu qui ressemble à celui de Windows. Tous les logiciels sont triés par catégorie: accessoires, bureautique avec LibreOffice, graphisme, GIMP pour faire de la retouche d'image, une visionneuse d'images, Internet avec Firefox, Thunderbird, transmission pour télécharger des fichiers torrents si vous le souhaitez, Pidgin pour discuter en messagerie instantanée, XChat pour discuter sur IRC. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur le canal qui s'appelle Coagule. Pour cela, vous configurez XChat de cette manière. Vous allez dans liste des réseaux, vous cliquez sur Freenode, vous faites éditer, et là vous allez sur Auto Join Channel, vous cliquez Coagule, voilà, on ajoute Coagule, on se connecte automatiquement à Freenode. On peut supprimer les autres qu'on n'utilisera pas. Voilà, donc on peut les enlever. Et voilà. Et du coup, on arrive sur Freenode. Donc celui-ci, je le ferme. Et là, une fois qu'on est connecté à Freenode, il va se connecter automatiquement à Coagule. Par contre, j'ai oublié un petit détail. C'est qu'en fait, Coagule, c'est avec un dièse. Tous les salons sont précédés d'un dièse. Voilà, hop. Donc je me connecte à nouveau. Je ferme celui-là et je ferme celui-là. Voilà. Et donc là, on arrive sur le salon Coagule. Et on peut dire bonjour. Et on peut discuter avec des gens de l'association Coagule, par exemple. Et donc là, vous voyez bien qu'on est ici, le logiciel libre à Dijon. Voilà, donc là, on peut discuter avec des gens de l'association Coagule. Donc ça, c'est l'outil XChat. Dans la partie son et vidéo, donc vous avez des outils VLC que vous connaissez peut-être puisqu'il est très connu, comme ça. VLC pour lire les vidéos, l'audio, Brasero pour graver. Donc vous voyez ici, si on
place son curseur de souris, on a en bas à gauche, enfin en bas à droite du menu, bras 0, le nom du logiciel, et créer et copier des CD ou des DVD. Donc on a la description de ce que fait le logiciel. Banshee qui est un lecteur multimédia. Dans la partie administration, on a tous les petits outils pour administrer son système. Moniteur système, peut-être des outils que vous n'utiliserez jamais dedans. Et préférences, c'est pour gérer tout ce qui est préférences du système, gérer sa souris, gérer son clavier, la langue, le fond d'écran, etc. Donc dans la partie administration, vous avez ici le gestionnaire de logiciels qui est présent aussi dans les favoris ici, que je vais lancer juste là. Voilà, donc ici le gestionnaire de mise à jour a terminé ses mises à jour, on le ferme. Et ici on a le petit blason qui nous indique que notre système est à jour. Donc je reviens au gestionnaire de logiciels. Bien sûr, pour installer des logiciels, il faut les droits d'administration. On rentre son mot de passe et donc le gestionnaire de logiciels se lance. Ici, on peut chercher un logiciel par catégorie, multimédia, graphisme, jeu, développement, bureautique, ou on peut taper directement son nom dedans. Donc par exemple, je vais vous montrer comment on gère un logiciel. Par exemple, dans son et vidéo, Banshee, je n'aime pas. Je préfère utiliser Clémentine, donc je cherche Clémentine dans le gestionnaire de logiciels. Ici, on a Clémentine. On a un système de notation d'avis et de vote. On double-clique pour accéder à la page du logiciel. On a des captures d'écran de Clémentine pour voir à quoi ça ressemble. On a une description de ce que le logiciel fait. Un détail pour la version, la taille que ça va prendre une fois installé. On peut noter le logiciel une fois qu'il est installé et donner son avis. Pour l'installer, rien de plus simple, on clique sur le bouton installation. Le logiciel est téléchargé, puis installé. Une fois qu'il est installé, on a la possibilité de le supprimer. Et quand on va dans le menu, Clémentine est ici. Et on peut le lancer. Et il est là. Si par exemple, comme tout à l'heure, j'ai dit que Banshee ne me plaisait pas et que je veux faire un petit peu de place, ici Banshee, je tape Banshee. J'arrive sur la page du logiciel. Ici, il y a une petite coche verte comme quoi il est installé. Je clique dessus et je clique sur suppression. Et le logiciel se supprime. Une fois que l'opération en bas indiquée est terminée, je retourne dans le menu et Banshee a disparu. Côté personnalisation, vous pouvez faire un clic droit sur le bureau et accéder à des petits outils. Sinon, vous pouvez aller directement dans les paramètres système. Ici, on a un panneau de configuration assez complet sur lequel on peut configurer l'apparence et les thèmes. Vous voulez changer le fond d'écran parce qu'il ne vous plaît pas, vous pouvez aller en chercher une dans vos images. Ici, il y en a quelques-unes qui sont déjà fournies par défaut. Donc si vous voulez mettre ceci par exemple, hop, voilà, et le fond d'écran est changé. Ça c'est la partie personnalisation. Vous avez la partie thème aussi, où ici vous pouvez choisir, je me demande si j'ai aussi thème, vous pouvez choisir la couleur des icônes. Si vous n'aimez pas le vert, que vous préférez le bleu, vous pouvez mettre des icônes bleues. Vous pouvez choisir la taille des contrôles, la taille et la couleur du pointeur de souris, les bordures de fenêtres. Si ça vous plaît pas, vous pouvez choisir autre chose. Voilà, donc c'est assez personnalisable de ce côté-là. Pour la partie bureau, vous avez plusieurs thèmes disponibles. Donc je vais mettre quelque chose, voilà, qu'on voit un peu mieux. Hop, voilà. Et donc là, vous changez le menu et l'interface du bureau. Et il y a évidemment la possibilité d'ajouter des thèmes de bureau. Donc il y a une galerie sur Internet. Thèmes disponibles en ligne.
Donc à peu près 426 thèmes différents si vous voulez personnaliser les couleurs de la distribution. Voilà, vous avez le choix. Tout ça avec pareil un système de notation et de vote. Donc ici, je vais remettre le thème Linux Mint qui était mis précédemment. Dans ce paramètre système, vous pouvez configurer plein de petites choses. La date et l'heure, paramètres du compte, si vous voulez ici changer votre mot de passe, vous le faites ici. Gérer l'économiseur d'écran et la partie plus système où vous pouvez gérer votre Bluetooth, votre réseau. Si vous voulez gérer la souris, voilà, inverser les boutons de souris. Tout se configure en fait ici dans cet outil de paramètres système. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur Linux Mint après son installation. Vous voyez ici le gestionnaire de fichiers que j'ai oublié quand même de présenter. Donc ici vous avez vos documents et vous pouvez même dans la partie périphérique accéder ici au volume de Windows et là vous avez quand même accès à vos documents Windows. Donc si vous voulez aller dans documents démo et récupérer, je ne sais pas, par exemple si on va dans les téléchargements de tout à l'heure où j'avais téléchargé mes outils, on peut les retrouver ici. Donc on peut aller piocher des documents sous Windows et les lire sur Linux Mint. Attention à quand même ne pas supprimer de documents qui sont nécessaires au fonctionnement du système Windows. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer et ce à quoi ressemblera l'atelier à Coagule. Je quitte la Linux Mint installée et j'espère que cette vidéo vous aura servi si jamais vous n'avez pas tout suivi à l'atelier Coagule ou que vous avez oublié de prendre des notes. Cette vidéo est justement là pour reprendre l'ensemble de l'atelier qui aura été fait ce mardi. À bientôt!